Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche pour un petit brunch hors série. On s'était laissé à peu près aux alentours de la fin de la saison des playoffs de cette saison 2025. On avait fait un petit retour, je pense, sur les championnes. On a eu deux, trois podcasts à droite et à gauche pour en parler. Il y a eu une petite pause. Depuis ce début décembre, vous avez commencé à ouvrir vos petites cases de notre power ranking, de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va revenir dessus et je suis accompagné par l'ami Gis. Ça va, Gis? Salut, salut. Oui, oui, ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Avant d'attaquer le vif du sujet et de revenir un peu sur le début de notre power ranking, donc on est resté exprès en dehors du top 10, comme ça on aura l'occasion, si possible, normalement entre les fêtes, de vous refaire en tout cas en fin d'année, de refaire un petit épisode pour revenir sur le top 10 de notre power ranking et peut-être sur ce qu'on espère du coup sur la saison prochaine. Donc on va revenir sur les joueuses qu'on a classées de la 11e à la 24e place du coup. Mais avant ça, on va revenir. Bon, il n'y a pas eu des masses d'actu en WNBA, si ce n'est toujours les négociations pour le CBA qui avance, patine, ça dépend un peu des sons de cloche. Là, avec, on a eu quelques infos qui sont tombées au courant du mois. Et puis ici, avec le camp Team USA qui a lieu, on a certaines joueuses qui ont pu s'exprimer. Je ne sais pas ce que tu peux nous dire actuellement sur l'état de ces négociations et en tout cas de ce qu'on en sait, parce que c'est évidemment assez flou toujours. Ouais, bah, on en sait de ce qui sort un peu des journalistes, notamment d'ESPN. Il y a eu un dernier article, il y a quelque temps qui était assez intéressant. Bon, après, il y a beaucoup de choses, incertaines, hein, parce qu'on n'est pas dans les discussions, même si personnellement j'aimerais bien y être. J'aimerais bien avoir les détails des chiffres, je pense que ça serait passionnant à examiner. Mais en tout cas, ce qu'on sait actuellement, c'est que déjà, les joueuses et la ligue ont prolongé les discussions jusqu'à mi-janvier. Donc ça, c'est intéressant. Le CBA actuel est prolongé. Donc ça paraît anecdotique, mais c'est pas neutre en fait, parce que si le CBA s'arrêtait, en fait, il y a plus rien. Il y a plus de gestion de retraite, il y a plus de gestion, tout le cadre en fait, les centres d'entraînement, tout ça serait fermé en fait. Il y a plein de cadres comme ça qui sont définis par le CBA. Donc c'est bien que ça soit prolongé, hein. Ça permet aussi aux joueuses de continuer un peu à s'entraîner, de profiter des installations et tout ça. Et puis sur le terme de négociation, bah, c'est plutôt intéressant. La dernière proposition qu'aurait faite la Ligue aux joueuses, elle serait avec la première fois une part variable des revenus. Donc c'est clairement le point de blocage depuis quand même maintenant un moment, et puis même depuis quelques années, parce que même sur le précédent CBA, ça avait été une discussion, ce genre de choses. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Après, est-ce qu'on est arrivé? Pas sûr. Est-ce que les joueuses veulent pas plus? Bah, à mon avis, certainement que si. Bon, on va voir, mais je trouve que c'est un message, quand même plutôt positif pour éviter le lockout. C'est le fait qu'on arrive déjà sur des propositions qui seraient, on va dire, peut-être une somme fixe, puis une somme variable. On n'a pas vraiment les détails, hein. Les gens extrapolent un peu, mais en tout cas, de ce qui est sorti des journalistes profs du sujet, et en plus les journalistes qui ont sorti les articles, c'est quand même des gens plutôt bien informés et je pense qu'on a eu des insides de personnes à l'intérieur, c'est que la ligue aurait proposé une part variable des revenus. Donc bon, voilà, on sera à peu près autour de 20% de gens qui ont fait à peu près des calculs, dont moi d'ailleurs, à peu près, pour extrapoler. Bon, on est loin des 51% de NBA. Après, je pense que les 51%, c'est très, c'est inenvisageable sur un seul CBA. Il faut se rappeler qu'en NBA, c'est pas arrivé comme ça, en une seule négociation. Donc voilà, bon, on va voir. Moi, je suis toujours un peu en attente de voir tout ça. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a Team USA, il y a des choses qu'on fait un peu des déclats un peu différentes. Bon, on va voir ce que ça va donner, quoi. Mais je trouve que c'est plutôt toujours quand même un bon signe de dire que la communication n'est pas rompue et que le dialogue se fait, quoi. Ouais, et c'est hyper intéressant effectivement que pour la première fois, il y ait, ce principe d'avoir les revenus et donc les salaires, la base des salaires du salary cap et compagnie, qui soient corrélés avec les revenus de la ligue. Parce que, c'était quelque chose qui était, assez bloquant jusque-là. Alors faut voir les détails parce qu'on en avait parlé, ça nécessite une certaine transparence sur les comptes et les revenus. C'est un peu ça le problème, parce qu'en soi, le précédent CBA prévoyait déjà une redistribution, mais une redistribution des bénéfices
si la ligue atteignait un certain seuil de revenus. Donc, il faut voir s'il n'y a pas encore ce genre de petite protection qui a fait qu'en fait, ça a permis à la ligue pendant des années de dire ben non, on est en perte, donc vous ne pouvez de rien gagner, alors qu'en fait, on sait que c'était parce que c'était de l'argent qui était réinvesti massivement. Donc il faut voir. Maintenant, moi, comme on en parlait en off il y a quelques temps quand l'info était sortie, je pense que même si le pourcentage va sans doute être moins élevé que ce qu'espèrent certains, euh, ce sera de toute façon une augmentation assez sensible des salaires, même si on est sur un pourcentage faible, ne fût-ce que parce que les revenus de la Ligue ont clairement explosé, même si encore une fois on n'a pas les chiffres officiels de toutes sources, de toutes parts. Clairement, il y a eu une augmentation assez sensible de tout ça. Et, euh, et donc, moi, je pense qu'il y a un moment, les joueuses ont très probablement lâché du lest à ce niveau-là. Déjà parce que je pense qu'une fois que le principe de pourcentage il est acté, ben, ça veut dire que pour tes prochaines négociations de CBA, ton principal point d'action, ce sera de faire augmenter ce pourcentage-là. Mais le gros principe de base, la grosse boîte de Pandore à ouvrir, elle a déjà été ouverte. Donc tu Ah peux ouais. peut-être te permettre d'accepter un pourcentage plus faible pendant ces années-ci, ce qui représente quand même, on l'a dit, des augmentations de salaire qui vont faire aux alentours de x3, x4. Encore une fois, tous les niveaux de joueuses vont pas être impactés de la même façon. Les salaires max peuvent être plus impactés que des salaires minimum ou moyens. Ça, on attendra d'avoir les détails pour vous l'analyser, comme on l'avait fait il y a 5 ans avec le précédent CBA. Mais, euh, mais voilà. Et un autre point qui fait que, on en parlait juste avant de prendre l'antenne, qui fait que je pense que ça peut aboutir dans pas trop longtemps, c'est outre le fait que le 15 janvier, où ça a été reculé, normalement c'est le début du moratoire pour la free agency, donc c'est vraiment très tard. Enfin, si c'est plus loin que ça va vraiment décaler tout le calendrier, alors que si tu atteins un accord avant ça, tu as encore moyen d'avoir une saison qui est plus ou moins pas impactée l'année prochaine. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans le cadre de Team USA, on a commencé à avoir des sons de cloche du côté des joueuses parfois un peu différents. Par exemple, on a eu une Kelsey Plum encore très revendicatrice, par exemple, et Caitlin Clark, au contraire, déjà un peu plus attempérée, à dire bah non, il faudrait quand même qu'on joue la saison prochaine, il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente. Et donc, je pense que cette proposition qui a été faite de la Ligue, elle renverse un peu le balancier parce qu'il y a quand même une vraie concession qui a été faite de la part des proprios. Et donc, ça a tendance peut-être à fissurer un petit peu le bloc au niveau des joueuses. Alors, ce qui ne veut pas dire que les joueuses s'entendent plus et ne font pas front, mais il peut y avoir, en tout cas, certaines joueuses qui sont peut-être prêtes à lâcher du lest plus vite que d'autres. Et donc, à partir du moment où tu as un bloc qui fait moins front la plupart du temps, tu finis par accepter plus vite, quoi. Mais bon, on va voir, on a encore assez peu d'infos, mais bon, le 15 janvier, c'est dans un mois, donc ça devrait évoluer assez vite. Et encore une fois, si ça doit être prolongé plus tard que le 15 janvier, là, ça va commencer à avoir de vraies implications sur toute la suite de la saison prochaine, en fait. Moi, je pense que jusqu'à février, ça serait pas catastrophique. Ils peuvent réduire un peu d'autres périodes. Honnêtement, si on arrive en mars et qu'on n'a toujours pas d'accord, ça ne Mhm. veut pas dire qu'il y aura pas de saison, mais je pense que la saison sera raccourcie. Ouais, C'est obligatoire. ouais. Bon, on verra. Il y a un petit dernier point aussi, parce que là, j'y repense, et ça, c'est quand même assez surprenant, par contre, de la proposition de la Ligue, c'est que l'augmentation des salaires serait plus importante que l'augmentation du cap. Et ça, par contre, bon, c'est un peu technique, mais ça veut dire qu'en fait, Les bah, salaires vont pas augmenter. voilà, les salaires. Alors, soit les salaires vont pas tant que ça augmenter, en fait, soit vous allez en gros signer une joueuse au max, et après il y aura beaucoup moins d'argent pour signer les autres. Donc du coup, ce qui veut dire aussi peut-être que la fin des équipes super team avec 3 contrats max, bah, si c'est ça, ça sera fini en fait. Donc faut effectivement voir. Moi, j'étais assez étonné de voir que les salaires pouvaient faire x5 et que le cap ferait x3,5, quoi. Parce que ça n'a pas de sens, en fait. Logiquement, il faut que le cap il augmente au même rythme que les salaires, Mais sinon, c'est ce qui sinon s'était c'est le gros problème, quoi. C'est ce qui s'était déjà passé lors du précédent Je CBA, parce sais. qu'avant avant 2020, en gros, une équipe pouvait avoir 5 joueuses au max dans son équipe et signer des joueuses plus random derrière. Et on avait fait le calcul, en gros, depuis le nouveau CBA, après 3, globalement, ça coince. Et en fait, c'est le salary cap qui implique majoritairement comment une équipe peut payer ses joueuses, plus que réellement le Le montant du salaire, salaire voilà. max. Le montant du salaire max, ça va juste expliquer à quel point ta joueuse star va pouvoir se rincer, mais les joueuses, je vais dire moyennes, les role players, elles sont beaucoup plus impliquées par la place qui reste après dans le cap et dans le roster. D'ailleurs, avant le CBA de 2020, toutes les équipes avaient 12 joueuses.
depuis, on sait très bien qu'à part les équipes en reconstruction, pratiquement toutes les équipes sont à 11 joueuses pour pouvoir de nouveau concentrer un peu de salaire. Donc, ouais, c'est très intéressant. Encore une fois, quand on aura les détails, je pense qu'on pourra vous faire une analyse complète comme on l'avait fait il y a 5 ans. Voilà, mais pour le moment, on n'a évidemment pas les détails contractuels de ce qui pourrait et de ce qui va se dire. Donc, on attend les infos avec impatience, tout comme vous. On va pouvoir passer à notre charmant Power Ranking. Alors j'espère que vous avez ouvert religieusement vos petites cases tous les jours. On en est donc aujourd'hui, donc nous sommes le 14, c'est la 11e place qui a été ouverte. Si vous ne l'avez pas encore ouverte, je vous laisse le suspense jusqu'à la fin de la vidéo. Je te propose qu'on remonte en partant du fond. En 24e position, nous avions positionné Alana Smith. Alana Smith qui, si je ne me trompe pas, fait une entrée dans notre Power Ranking. J'ai pas celui de l'année passée, mais de mémoire, voilà. Defensive Player of the Year, alors co-Defensive Player of the Year avec A'ja Wilson, mais en tout cas, elle a le trophée, il est plus que mérité. De mémoire, c'était notre Defensive Player of the Year aussi, et celle de la commu quand on avait fait nos votes. Je crois que c'était Gabby Williams. Là, c'était peut-être bien Gabby Williams, mais elle était deuxième sur le podium de la commune. Ouais, c'est ça. Donc voilà, grosse saison d'Alana Smith, comme elle avait déjà fait une grosse saison l'année dernière. Bon, finalement, une position assez méritée et une joueuse assez sous-estimée et sous-cotée de façon générale, je dirais. Ouais, je pense que c'est mérité. Alors l'année dernière, on en avait discuté, je me rappelle. Elle n'avait pas fait le cut. Bon, là, c'est aussi une confirmation cette année. Parce que pour rentrer dans ce power ranking, d'ailleurs, on va voir qu'il y a pas mal de rentrées aussi quand même. Puis il y a pas mal de joueurs qui sont sortis aussi. C'est aussi un peu l'évolution et aussi ce qu'on peut envisager pour l'avenir. Parce que ça, c'est toujours intéressant. Aussi, elle n'a pas rappelé. C'est un point à rappeler, c'est que le power ranking, c'est, je vais dire, un classement des joueuses à l'instant T aujourd'hui. Donc ça dépend évidemment de la saison d'où elles sortent, ce qu'elles ont fait de la saison, mais aussi ce qu'on envisage pour la saison prochaine. Et donc l'idée c'est à aujourd'hui et avec la saison prochaine, un peu qu'est-ce qu'on envisage pour ces joueuses-là. Par exemple, on aurait une joueuse qui vient de prendre sa retraite, elle peut avoir fait une énorme saison dans le power ranking, on va pas la classer comme, on va pas la classer, elle va pas jouer la saison prochaine. Donc voilà, c'est et un peu l'historique aussi, parce que c'est vrai qu'une mauvaise saison, ça peut arriver. D'ailleurs, on va en parler juste après, d'une joueuse. Et donc là, c'est vrai que ça fait 2 saisons où elle a vraiment passé un cap avec Minnesota. Et encore une fois, bon, bah voilà, on a vu le trophée de Deepoy, on voit l'importance de la défense, mais l'attaque aussi, elle a un rôle structurel hyper important dans l'attaque, même si son volume est petit. Mais on en a déjà plusieurs fois parlé, le shoot à 3 points, le fait que ça permet de développer le jeu que met en place Cheryl Reeve avec les Lynx. Le spacing qu'elle permet pour les autres. Et et d'ailleurs, on l'a bien vu en playoff parce que pour moi, si Minnesota n'a pas été aussi loin qu'espéré, enfin en tout cas qu'on pouvait espérer les voir, c'est que aussi son tir à 3 points a chuté complètement en playoff. Bon, ça arrive, la variabilité de l'adresse. Et je pense que ça a été une raison importante du fait que Minnesota n'a pas été aussi dominateur, en fait, on va dire, que la saison régulière, où elles ont quand même bien marché sur toute la saison. Voilà, c'est aussi une des raisons, donc c'est une importance. Et je rappelle aussi que son petit rôle offensif, il vient du fait qu'elle se met dans un système. Mais je pense que si elle était dans une équipe plus faible, un peu moins compétitive, elle pourrait avoir beaucoup plus de ballons. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez la saison qu'elle fait entre son passage à Phoenix et Minnesota à Chicago, elle fait des stats offensives assez bonnes et assez importantes. Mais c'est simplement que là, elle est dans une équipe très compétitive, dans un rôle qui est plus faible en attaque. Mais c'est pas pour ça qu'elle peut pas l'assumer, quoi. Parce que bon, il y a un peu de playmaking, il y a quand même un peu de drive, il y a quand même un peu de choses intéressantes chez elle, quoi. Et effectivement, si je pense que ça sera une joueuse, par exemple, très courtisée lors de la prochaine free agency. À mon avis, elle a changé de statut en plus avec ce Cody Poy. Donc, ça me paraît logique de la voir là, quoi. Ouais, tout à fait. En 23e position, une joueuse là qui a fortement chuté, qui n'a pas été simple à classer parce que comme tu le disais, il y a la saison d'où elle sort, il y a ce qu'on envisage pour elle pour la saison prochaine. Elle a vraiment fait une saison assez mauvaise par rapport à ses standards. C'était bien la pire saison, même pire que sa saison rookie. Oui, tout à fait. C'est Ariko Ogunbowale qu'on a vraiment descendu, même si je pense qu'on peut
on peut envisager qu'elle refasse une meilleure saison par la suite. Mais c'est vrai que là, elle a, je pense, vraiment eu du mal à trouver sa place aussi avec Paige. Et donc là, il y a aussi des points d'interrogation par rapport à aussi au futur. Est-ce qu'elle va rester dans l'équipe? Dans quel contexte elle peut se retrouver? Parce que Harry Kane, elle a souvent bénéficié aussi d'un gros volume, mais dû au fait qu'elle était un peu l'alpha et la pièce maîtresse, la première option de son équipe. Et là, il y a un vrai point d'interrogation par rapport à où elle peut continuer. Est-ce qu'elle va continuer à Dallas et donc avec les questions de savoir de nouveau sa relation avec Page. Quand je dis sa relation, c'est sportive, hein, c'est pas hors terrain où là je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais et si elle se retrouve dans une autre équipe, ben, est-ce qu'elle va avoir ce statut de première option ou est-ce qu'elle va se retrouver dans une équipe où elle sera peut-être en lieutenant et est-ce que c'est un rôle d'où elle peut s'acquitter? Je pense que c'est un peu pour ça qu'on l'a descendu et puis un peu pour sanctionner aussi sa mauvaise saison. Maintenant, voilà, c'est pas pour dire que Harry Kane est spécialement sur le déclin non plus, mais clairement, elle a sorti une saison assez compliquée. Ouais, bah, honnêtement, si c'était sa première saison, dans la ligue et qu'on n'avait pas d'historique, je pense qu'elle aurait pas été dans le top 24, avec une saison pareille. Parce que bon, le scoring a pas été incroyable, l'efficacité a pas été là. Alors, ça a pas toujours été là dans sa carrière, mais sur des énormes volumes. Là, ce qui est surprenant, c'est que l'efficacité, le scoring est descendu, mais le volume aussi est descendu. Alors qu'en général, moi, je pensais l'inverse, en fait. Je pensais que l'arrivée de Page, ça allait plutôt lui la booster en termes d'efficacité parce qu'elle allait avoir moins le ballon. Donc elle l'a eu moins, mais ça n'a pas marché. Alors peut-être qu'on se rend compte aussi que c'est une joueuse qui a du mal à se mettre dans un rôle un peu secondaire, qui aime bien plutôt jouer tous les ballons. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça n'a pas trop marché. Après, il y a l'adaptation aussi à tout ça. Il y a l'effet que les Wings sont vite passés en mode tanking aussi. Elle a été blessée aussi cette saison. Elle a manqué quand même presque le dernier mois et demi, hein, totalement, hein, juste après le All-Star Game de mémoire. Donc voilà, ça a été une saison un peu compliquée. Après, je pense qu'il ne faut pas la descendre parce que faut pas l'évacuer non plus parce qu'il y a quand même 6 saisons derrière où il y a 3 All-WNBA Teams, je crois. Elle a été All-Star sur toutes les saisons d'avant. Enfin bon, voilà, à un moment, enfin, il y a combien de joueuses dans la ligue qui vont être All-WNBA Team, quoi. Donc je pense qu'il ne faut pas il faut pas la, entre guillemets, lui dire bon bah ça y est, c'est fini. Après, c'est incertain par contre pour voir ce qui va se passer, quoi. Je sais pas, est-ce qu'elle n'aura pas besoin d'aller ailleurs, peut-être, de se relancer un peu, parce que maintenant on voit clairement que bah, l'équipe, ça va être plutôt autour de Page, donc il faut voir. Est-ce qu'ils veulent aussi continuer à construire quelque chose? Moi, je pense que l'association est pas morte, hein. Ça n'a pas marché, ok. Bon, voilà, l'équipe était dans un mode un peu particulier. Je pense qu'il ne faut pas l'enterrer parce que c'est tout à fait le style de joueuse qui est capable l'année prochaine de faire une saison Mhm. à 25 points de moyenne et puis d'être efficace et de porter une équipe, quoi. Et puis un nouveau coach, hein, donc faut voir aussi ce qu'il en Oui, pense et en quelles plus, oui. idées il a avec ça, quoi. Voilà. Euh, En 22e position, une autre entrée Yes. dans notre ranking. Une joueuse qu'on aime bien depuis longtemps, mais qui était vraiment dans des rôles totalement différents dans les équipes où elle était, comme role player. Elle profite de l'expansion, elle arrive au Golden State Valkyries. Et là aussi, avec l'avancée de la saison, elle prend un rôle de plus en plus important. La blessure de Kayla Thornton. Je parle évidemment de Veronica Burton. Euh, qui termine MIP. J'ai peur de dire des Ouais, bêtises parce que parfois je ouais, confonds entre nos trophées ouais. et les MIP, trophées ouais. officiels de la Ligue, mais là je pense que ça avait été assez unanime de partout. Euh, alors c'est difficile de parler de star des Valkyries vu que c'était une équipe où il y avait, enfin le star system était finalement très réparti, c'était une équipe très collective. Mais par contre c'était vraiment la plaque tournante, maître à jouer de cette équipe en tout cas, avec sa défense et son playmaking. Super saison de Veronica Burton, vraiment. J'ai envie de parler d'éclosion plus que d'explosion parce qu'en fait c'est des choses qu'on voyait déjà mais qu'elle avait jamais eu la place d'exprimer dans les autres équipes où elle avait joué auparavant. Euh, et là, tout d'un coup, on lui laisse carte blanche, on lui donne plus de 30 minutes par match, et ça donne une saison incroyable. Alors, de nouveau, peut-être pas spécialement le volume au scoring, mais il y avait ce qu'il fallait Ouais, c'est autour. ça. En fait, il y avait ce qu'il fallait autour avec d'autres joueuses qui ont pu prendre ce rôle-là aussi. Et donc, euh, et donc voilà, mais une des grandes artisanes de la belle saison des Valkyries.
Bah, faut être clair, hein, si si elle avait le volume au scorer, elle serait top 10 avec cette efficacité-là. Non, mais c'est ça, c'est que c'était une équipe, on en a parlé plein de fois, c'était une équipe très collective, donc il y a pas beaucoup de volume au scoring, mais par contre, c'était la créatrice de jeu. C'est elle par qui tout est passé et d'ailleurs, on l'a vu à la mi-saison, la blessure de Carla Santon, ça lui a donné beaucoup plus de responsabilités et si vous regardez la première partie de saison et la deuxième partie de saison en termes d'attaque des Valkyries, c'est plus du tout la même chose. Elle a pris un rôle beaucoup plus avec beaucoup de drive and kick, beaucoup, voilà, beaucoup de passes en sortie de drive, etc. Et c'est là-dessus qu'elle a été vraiment incroyable. Et t'en parlais, nous on l'aimait beaucoup, mais on l'aimait beaucoup principalement pour le rôle défensif. Là, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce trophée de MIP, c'est parce qu'elle a vraiment progressé, notamment le drive. Elle allait presque 50% du temps sur la ligne des lancers francs à chaque fois qu'elle drivait. C'est juste complètement dingue parce que bah, y a du physique, il y a de la prise de contact et du coup, bah, ça s'est complètement transcrit. Et c'est assez dingue de se dire, j'ai vu le tweet passer hier que c'est une joueuse qui en un an est passée de couper à pas verrouiller à la draft d'expansion, entre guillemets à MIP, puis invité au camp Team USA. C'est pour dire quand même que ça peut aller Ouais. très très Oui, vite et ça en lui termes a, de... si je me trompe pas, ça lui a donné sa place dans l'équipe de 3-3 à la Oui, en plus, ouais. compétition Et là, américaine. tu vois, et là, tu vois, elle est dans le. Alors, je pense pas qu'elle fera le cut pour les compétitions, vu les joueuses, parce qu'il manque quand même des joueuses là. Mais c'est quand même assez dingue de voir l'évolution en si peu de temps. Mhm. Et puis, bah, t'en as parlé, bon, la défense d'élite, bon, ça, on le sait depuis sa draft, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on l'avait assez haute à la draft. C'était par rapport à ce rôle-là, en disant que, bah, de toute façon, même si l'attaque se développait pas, elle aurait toujours un rôle défensif majeur parce que bah voilà, sur la défense de périmètre, je pense que c'est la meilleure joueuse peut-être de la ligue actuellement, Et surtout qu'on avec voyait que Gabi, c'était, quoi. Avec Gabi, et quoi. c'est ça, et surtout qu'on voyait que c'était pas que une défenseuse dans le sens où elle avait quand même déjà aussi ce Du côté, passing, ouais, ouais. Mm, enfin créatrice secondaire. Ce qu'il y a, c'est que là, elle est devenue bah, carrément créatrice principale d'une équipe en fait. c'est ça. Donc, non, super content qu'elle soit là. En parlant de défense, une joueuse, moi j'ai envie de mettre la défense en avant pour Ouais. parler de Ryan Howard, parce que c'est une joueuse qu'on connaît comme une attaquante, comme quand même une scoreuse, une grosse scoreuse, qui du coup sur l'attaque, nous on est parfois critique, mais c'est parce que c'est pas tant pour son attaque, parce que ça reste une grosse attaquante, mais sur la manière dont elle le fait sur certains choix. Et par exemple, elle pour le coup n'est pas vraiment une créatrice au sens premier. Alors je pense qu'elle peut se créer son propre shoot dans certaines conditions, mais voilà. Mais par contre, Ryan Howard, la saison qu'elle vient de sortir, je pense que c'est une des raisons aussi de la belle saison d'Atlanta. Et c'est pas tant pour son impact offensif, même s'il a été présent comme d'habitude. Je sais plus si c'est elle ou Alicia Gray la meilleure scoreuse, mais en tout cas, c'est toujours ce C'est duo-là elle, c'est qui. elle. Enfin, c'est elle C'est qui a le plus de volume, en tout cas. le Ouais. plus. Mm, Ouais, c'est ça. mm. Mais par contre, son impact défensif avec tout son côté athlétique, Ryan Howard, a encore une fois été, et même encore plus qu'avant, je trouve très impressionnant. Elle finit deuxième defensive team, et je pense que chez nous, elle était même peut-être bien Mm. première. Ouais, chez moi, Euh, c'est sûr. ouais. Ryan Howard en 21e position. Enfin voilà, je ne sais. Difficile peut-être de la mettre plus haute. En tout cas, Ah, enfin, il y a le range, hein, on peut discuter d'une place ou deux, mais je veux dire, devant, après, on arrive assez vite dans des joueuses qui ont peut-être un impact, un rayonnement plus important. Il y a toujours la question de savoir qui est première option. Il y a cette saison d'Atlanta. Il y a cette playoff décevant d'Atlanta aussi qui viennent un peu tempérer. Euh, donc voilà, ça a été un peu une discussion. C'est pas toujours évident. Je sais pas ce que tu penses de bah, Ryan Howard. bah, c'est paradoxal parce que moi, personnellement, si elle avait un rôle plus sobre en attaque et cette même défense, j'aurais plutôt tendance à la mettre top 15, en fait. Ouais. Ça, c'est parce Là, qu'on met. Je pense que c'est parce que nous, on met aussi pas mal d'importance sur l'efficacité, et bah ouais, malheureusement, ouais. en Mais attaque, elle perd pas mal d'efficacité avec ça. le truc, c'est qu'elle joue énormément de ballons et c'est pas efficace. Donc en fait, pour son équipe, mais ça, encore une fois, c'est pas de sa faute. C'est aussi dans le rôle qu'on lui met et c'est aussi un peu la faiblesse qu'on avait identifiée assez tôt sur l'effectif d'Atlanta où il manque une créatrice vraiment de jeu. Mais je pense que si elle était dans un rôle plus sobre, un rôle plus, tu vois, un peu plus faible scoring, mais plus de 3D, entre guillemets, tu vois, parce que c'est une shooteuse hyper à droite à 3 points. Pourquoi ça ne se traduit pas forcément son tir à 3 points? C'est parce que, bah, en fait, c'est du tir de création, c'est du tir en pull-up après les pick and roll, et ça, c'est des tirs qui fait descendre l'efficacité. Si elle prenait un peu le rôle de Sonia Citron, entre guillemets, à Washington, c'est-à-dire prendre des tirs ouverts dans le corner, vous verrez qu'elle serait à 40% à Ryan Howard parce que c'est une excellente shooteuse.
Le truc, c'est qu'elle prend beaucoup de tirs en sortie de dribble. Donc, moi, je trouve que ça la pénalise. En tout cas, moi, ça la pénalise, l'attaque, pour le classement, parce qu'elle a beaucoup de volume, mais que c'est pas très efficace. Par contre, la défense, honnêtement, et ça, j'en parle assez souvent. Ce qui est génial, c'est qu'elle a la défense de périmètre. Voilà, elle est capable de défendre presque de 1 à 4 dans cette ligue, sans difficulté, avec sa taille. Bon, 5 peut-être pas, hein, mais 1 à 4 en tout cas. Donc ça, c'est génial, du switch. C'est en plus, c'est hyper transposable en playoff, etc. Et puis, c'est surtout que moi, ce que j'adore, c'est la protection de panier, quoi. Elle vient faire le rôle d'une grande, quoi. C'est-à-dire vraiment dissuader au cercle. Et ça, c'est hyper rare pour des ailières. Et il y en a quelques-unes d'autres, hein, qui le font. Et ça, je trouve ça hyper valuable. Et c'est un peu ce qui manque, par exemple, à Gabi, tu vois. En termes de défense de périmètre, je pense que c'est des joueuses qui se valent. Par contre, on n'a pas trop la protection de panier chez Gabi. Alors que Ryan Howard, il y a ça. Il y a ça chez Sanaya Rivers aussi, une autre rookie là, cette année. Voilà, donc moi, rien que pour la défense, en fait, je peux la mettre dans le top 24. Et après, l'attaque, j'espère qu'elle trouvera un rôle un jour un peu plus, voilà, un peu plus adapté à ce que, en tout cas, à l'idée que je m'en fais, quoi. Comme tu parles de Gabi, on peut peut-être faire une petite parenthèse Gabi, parce que c'est une des mentions principales de notre Power Ouais, Ranking. C'est peut-être vraiment la première qu'on a laissée à la porte, qui était un peu dans certains. Donc, on a fait nos rankings chacun de notre côté, on les a mis en commun, elle on a un était peu dans le top discuté de tout 30, ça. quoi. Voilà. Elle était dans le top 30, elle était vraiment juste à la porte. Et ce qui nous a fait la descente, c'est, je pense aussi, si Gabi était restée dans les standards de son premier mois offensif cette saison, je pense que clairement elle rentrait dedans. Ah oui, ah bah c'est sûr. Ah, et pas top 24. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on a vu que c'était plus une parenthèse enchantée qu'autre chose. Gabi est plus rentré dans ses standards offensifs qui sont bons, il n'y a rien à dire avec ça. Mais donc voilà, c'est la raison pour laquelle, comme ça on en parle, parce que c'est évidemment toujours un sujet qui intéresse les gens. Pourquoi Gabi est resté à la porte. Maintenant, le contexte de Seattle n'était pas évident non Ouais, plus. je pense que c'est ça, en Euh, fait, surtout. donc voilà, Gabi, je pense elle est dans des très belles années, elle est au meilleur de sa forme, que ce soit offensivement ou défensivement, et on va voir ce que l'avenir lui réserve, mais c'est la raison pour laquelle elle est pas rentrée dans notre top cette année, alors que franchement, avec son début de saison, ça partait bien, mais après pour le reste, elle est restée entre guillemets dans ses standards mais restée dans ses standards quand même, alors qu'avec certaines évolutions qu'on avait vues, que ce soit en Europe ou avec l'équipe de France, on espérait peut-être un plus gros gap offensif passé. Mais il faut dire encore une fois que le contexte à Seattle n'était pas Ouais. évident. Ouais, je pense que c'est plus, encore une fois, c'est plus lié à la responsabilité qu'elle a eue au sein de l'équipe et donc à l'équipe qui lui a pas donné assez de volume que des qualités de Gabi. Encore une fois, et puis bon, en plus l'arrivée de Britney Sykes et tout ça en cours de saison, ça a Mhm, aussi redistribué les cartes tout à fait. offensives. On a bien vu qu'au début, elle a eu beaucoup de ballons de création et puis après, elle en a eu moins. Donc je pense que c'est aussi lié à ça. Là, faut se dire que dans le top 24, soit c'est vraiment élite en défense et au playmaking et autres, soit c'est que pratiquement des premières ou des deuxièmes options au scoring, quoi. Bon, c'est difficile de mettre une. Enfin, Gabi, elle avait, je crois, le quatrième volume de son équipe, quoi. C'est Ouais, difficile de mettre une joueuse comme ça dans le top 24 parce que c'est pas ses qualités, c'est juste que à côté, en fait, il y en a qui produisent plus, quoi. Donc c'est comment on hiérarchise, hein. Je vous invite à faire l'exercice, hein. C'est toujours assez intéressant, au-delà du classement qui est un peu anecdotique, enfin qui est des fois un peu anecdotique, comme on le fait, comme on le construit. Mais l'exercice est sympa de se dire ah bah tiens, comment je mets cette joueuse dans tel tiers par rapport à l'autre. Je trouve ça très intéressant à faire, plus ouais. que le rendu entre guillemets. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, quand vous allez essayer de juste mettre des joueuses en avant, très vite, vous allez en avoir 30 qui arrivent et il faut en sortir 6. Voilà. Et on Et a c'est eu ce ça le pic. problème-là, hein. Ouais, bah oui, clairement, clairement, c'est toujours ça le problème. Ça- On a plus de mal à classer les 30 à 20 dans l'absolu que de classer le top 10 en fait presque. ah Donc oui, ouais, 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 voilà. souvent oui, Mm. clairement. Ben on est en 20e position, on reste à Atlanta avec Breonna Jones. Euh, je ne sais pas ce qu'on peut dire de Breonna Jones qu'on n'a pas déjà dit 100 fois. Joueuse très sous-estimée, joueuse pas spécialement flashy, par contre joueuse fiable, qui est toujours là, alors c'est pas très vertical, mais par contre c'est technique, par contre c'est efficace. Euh,
Il y a du On s'est rebond, de la posé la question, défense. ouais, du rebond, de la défense. On s'est posé la question de savoir comment ça allait pouvoir fonctionner avec Mmh. Brittney Griner, parce qu'on avait quand même vraiment deux pivots. Et, on s'est dit assez vite que si elle jouait côte à côte, ça allait être compliqué, entre autres défensivement. Et en fait, le coach a trouvé la solution. Elles ont très peu, pour le coup, elles ont vraiment décorrélé leurs minutes. Alors, elles commençaient peut-être les matchs ensemble, mais franchement, ça durait 2 minutes. Et si vous regardez vraiment le profil des minutes, vous avez un outil rotation qui est assez intéressant sur le site de la WNBA. Si vous allez voir un peu tous les matchs d'Atlanta, la plupart du temps, vous pouvez vous rendre compte que Brittney Griner et Breonna Jones rentraient vraiment l'une pour l'autre. Mais c'était quand même Breonna Jones qui était plus principale, parce que Brittney Griner est un peu plus en fin de carrière. Euh, mais donc voilà, Breonna Jones, je pense que ça fait déjà 2-3 ans qu'elle est dans notre power ranking. Elle est toujours un peu à cette place-là, aux alentours de la 20e place. Elle avait été blessée il y a quelques temps, on avait pu craindre pour son retour, et en fait, non, elle est revenue aussi forte qu'avant. Euh, joueuse qu'on aime beaucoup et sans doute pas très mise en avant, comment, elle est pas très marketing, quoi, Brina Jones, mais ça pue le basket. Non, mais tu as tout dit, hein, efficacité, rebond, le seul truc en gros qui lui manque un peu, c'est un peu le passing, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Il y a la défense, c'est une joueuse, hyper efficace, cette année, le minutage a un peu diminué quand même, mais c'est lié à ce que tu disais, hein, avec l'association de Brittney Griner. Voilà, elle a perdu 2-3 minutes, elle a perdu un peu de volume au scoring aussi parce que encore une fois, le volume, il s'est un peu réparti entre Ryan Howard, Alisha Gray, Brittney Griner et Breonna Jones, hein, ce qui est normal. Donc là, il y avait quand même 4 joueuses, qui peuvent prendre du volume, sur le scoring. Mais bon, voilà, c'est hyper efficace, et c'est pas je suis pas étonné non plus là, de la revoir dans le camp Team USA. Et à mon avis, je pense que même, elle est capable de faire le cut, pour le coup. Ouais, ouais, c'est le genre de joueuse que tu aimes toujours bien avoir dans une équipe parce qu'en plus, c'est pas une grande gueule. Si tu lui donnes un petit rôle, elle va pas râler, elle va le Mmh. prendre. Si tu lui donnes un gros rôle, elle va l'assumer. Joueuse hyper, hyper, hyper précieuse dans un effectif. On passe à la 19e position. On va de l'autre côté, côte ouest, du côté de Seattle. Et une joueuse qui a peut-être été un peu compliquée à classer. Je parle de Skylar Diggins parce que si on regarde le niveau de la joueuse intrinsèque, elle a beau avoir déjà 35 ans, hein, Skylar, au Ouais, moins. Ouais, 35, ouais, 35 ou 35, je 36, crois. ouais, ouais, un truc, ouais, autour de ça. Euh, En fait, son niveau est toujours aussi impressionnant. Après, il y a le contexte de Seattle, de cette équipe qui fonctionnait pas si bien. Il y a parfois cette propre choix de tir, même si franchement, ça n'a pas été la pire du tout dans cet effectif. Erika, je te parle. Mais voilà, il y a toujours ce truc où finalement la saison est pas si bonne que ça. Euh, et pour le coup, autant en parler de Gabi en disant qu'elle a pâti de ça, Skylar, elle en est en partie victime, en partie un peu actrice aussi. Donc, euh, donc voilà, il y a ce truc un peu compliqué avec Skylar Diggins parce que sinon, si on regarde sur son niveau, sur sa capacité, Ouais. que ce soit même au niveau de la défense, parce que c'est une meneuse assez bonne en défense, sa capacité de créer, entre autres sur pick and roll, c'est une joueuse assez impressionnante à ce niveau-là. Mais malheureusement, cette saison, ils en ont pas tant joué que ça. Euh, Tu vois, par exemple, justement, ce pick and roll. Et entre autres, c'est l'occasion de dire qu'il y a Ezzy McBegor, par exemple, qui est sortie de notre power ranking, alors que ceux qui nous suivent savent que c'est une joueuse qu'on estime beaucoup. Ouais, Mais mais là, elle est de plus de nouveau, volume. mais encore une fois, une joueuse qui, pour le coup, elle a complètement pâti de la situation de Seattle. Je pense qu'elle peut rebondir suivant de nouveau l'équipe dans laquelle elle va se retrouver. Donc voilà, Skylar Diggins en 19e position. On est un peu dans le range où on finit par faire un peu des choix hybrides parce qu'on a des joueuses qui sont à la fois très fortes et à la fois qui n'ont pas fait une saison si dingue que ça, en tout cas d'un point de vue collectif, quoi. Ah ouais, c'est assez dingue, je sais que ça a fait assez débat quand on a classé entre nous 3. On l'avait à des positions assez différentes. Mais quand on regarde la joueuse, en fait, c'est une joueuse, qui a de la création, du passing, qui est à la moyenne en termes d'efficacité, qui perd pas beaucoup la balle, qui défend. Bon, bah, quand tu dis ça, tu te dis: «Mais pourquoi elle est pas top 10 en fait?» Et effectivement, je pense que ce qui nous frustre et ce qui frustre un petit peu tout le monde, c'est le régime de tir. C'est-à-dire que en fait, si, elle prenait moins de pull-up, si elle de temps en temps, en fait, elle faisait un peu plus jouer ses intérieurs, mais en fait, à mon avis, elle serait pareille, elle serait dans le top 10 quoi. Là, ce qui nous l'a fait reculer, c'est pas son niveau intrinsèque, c'est le fait que, bah, voilà, elle est juste, tu vois? Elle est juste à l'efficacité moyenne et je pense que
une Skylar qui prendrait peut-être un ou 2 meilleurs choix, par match, bah, elle pourrait être peut-être à +3, +4 et là, dans ce cas-là, tu la classes, bah, tu la montes tout de suite, en fait. Donc c'est ça mais d'un autre côté, je pense qu'il faut la mettre quand même parce que, bah, son niveau de jeu individuel et là, encore une fois, on juge pas trop le contexte de l'équipe, on juge le niveau individuel de la joueuse. Bah, le niveau de la joueuse, elle est encore très, très forte, quoi. Si vous regardez le nombre de joueuses qui peuvent prendre ce volume à la passe, à la création, au scoring, et ajouter cette défense, bah, en étant une guard, bah, il y en a pas 50 dans la ligue, hein. Il y en a Donc une. voilà, il y en a peut-être une autre. Il y en a une et elle vient d'arriver. Mais, Voilà, mais voilà, non, non, mais c'est mais voilà, ouais, faut parce que faut quand même, voilà, donc je pense que c'est mérité qu'elle y soit largement. Par contre, effectivement, elle pâtit un peu du fait de sélection de tir pour moi et puis le fait que c'est pas non plus la première option de son équipe. Première option de son équipe, on en reparlera, je pense, dans la deuxième vidéo. ouais, ouais. Une joueuse qui est. Alors, Ouais, est-ce que c'est la première option de son équipe? C'est un peu pas au compliqué. scoring, Pas au pas au scoring, scoring, non. on reste à Atlanta. On a 3 joueuses d'Atlanta qui sont finalement dans un range très similaire parce que bah, ça montre bien à Atlanta qu'on a effectivement pas mal de grosses joueuses, de grosses têtes, Une bonne équipe, ouais. mais peut-être une hiérarchie un peu à redéfinir. Je pense que ça explique aussi en partie pourquoi c'est une équipe qui a fait une aussi bonne régulière et qui a été aussi décevante en playoff. On parle d'Alicia Gray, Alicia Gray qui est aussi une joueuse toujours très efficace, la défense. Euh, le scoring, alors moins de volume que Ryan Howard, mais voilà, joueuse toujours assez valuable. Donc voilà, oui, je parlais des 3 joueuses d'Atlanta un peu ensemble parce qu'on les a en 18, 20, 21e position. Donc Atlanta met quand même 3 joueuses dans notre power ranking, dans notre top 24. C'est pas le cas de toutes les équipes, loin de là. Mais par contre, les 3 sont assez basses dans le classement parce qu'il y a ce truc un peu de beaucoup de bonnes joueuses, mais il te manque peut-être il faudrait peut-être remplacer une de ces joueuses un peu lieutenant par une vraie première option, une vraie créatrice. Voilà. Mais la saison d'Aïcha Gray, encore une fois, saison très très solide. Et une joueuse qu'on ne présente plus, mais qui est vraiment dans les joueuses un peu couteau suisse que toutes les équipes voudraient bien avoir. Quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ça peut peut-être paraître bizarre, hein, parce qu'effectivement, elle a été All-WNBA Team, hein, First Team même. Bon, moi, je trouvais que ce choix était assez étonnant quand même, euh, parce que c'est un profil bah, qu'on adore et que moi, j'ai défendu même longtemps pendant ces périodes à Dallas où personne ne la regardait, où elle était jamais citée nulle part. Mais c'est une joueuse hyper complète, comme tu en as parlé. Il y a la défense on-ball, donc c'est intéressant. Voilà, elle peut défendre le périmètre, elle peut switcher sur L3 postes pour le coup. Moi, je la mets plutôt en ailière, hein. Je sais qu'elle est souvent classée chez les extérieurs, mais moi, pour moi, c'est plutôt une ailière. Et d'ailleurs, elle C'est joue parce qu'elle a le 3. shoot. C'est Ouais, parce qu'elle a voilà. le shoot, alors on la prend pour une Mm. shooting guard, mais c'est quand Mais même plutôt une, c'est quand même plutôt ailière. Ouais. c'est C'est plutôt plutôt une une poste wing. 3, oui. Ouais, c'est plutôt une ailière. Après, où moi, je trouve que elle peut pas aller plus haut, c'est que déjà, à mon avis, on a la joueuse déjà à maturité, c'est-à-dire depuis quelques temps. A fait les saisons globalement. Là, elle a mis plus de points parce qu'elle a eu on lui a donné plus de tirs en fait. Donc, mais c'est pas en fait le fait qu'elle a progressé, c'est juste que bah, elle a plus de minutes, plus de tirs, donc forcément elle met plus de points. Mais son volume en fait, il augmente pas tant que ça. Et puis ce qui limite aussi, c'est que, et d'ailleurs, je trouve que c'est ce qu'on a vu en playoff, et ce qui est un peu le cas de Ryan Howard aussi, bah, c'est le playmaking en fait. C'est une scoreuse, mais c'est une scoreuse de finition. C'est pas une scoreuse de création. Elle crée pas pour les autres. Elle n'a pas le passing. Elle a pas. Et ça a été pour moi la raison de la chute en playoff. C'est-à-dire que bah, ils ont doublé certaines joueuses, Alicia Gray, Ryan Howard, et en fait, bah, elles n'ont pas été capables de créer pour les autres. C'est des très bonnes joueuses de complément. Et je pense que par contre, tu mets ces joueuses-là avec une créatrice élite de jeu, qu'elle soit intérieure ou extérieure, hein. Je pense que bah, tu as une équipe très forte. Le problème, c'est que cette joueuse, Atlanta ne l'a pas, quoi. Mhm. Et voilà, c'est pour ça que moi, je la mets un peu en dessous. Après, elle reste quand même 18e, hein, ça va, on Ouais. la met pas non plus. Mais c'est une parfaite deuxième, troisième option. Le problème, c'est que Atlanta n'a peut-être pas sa première option. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'elle doit son élection dans la All-W Team aussi, déjà par la belle saison Bah d'Atlanta. ouais, Ça, ouais. c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier son premier mois où on la mettait même dans des discussions MVP parce qu'elle avait vraiment commencé très fort avec des beaux résultats. Et après, ça s'était un peu plus Un peu tempéré. en Et puis parce que, surchauffe, un peu en ouais, voilà, surchauffe le premier mois quoi, d'adresse, quoi. exactement, exactement, exactement.
On passe maintenant en 17e position avec Kalea Copper, du côté de Phoenix. Une chose qui, je pense, un petit peu descendue par rapport à la saison Ouais, un dernière, petit mais peu, ouais. qui a commencé la saison blessée aussi, puis qui a dû te retrouver un nouveau rôle dans cette équipe où était arrivé Satou Sabali, Alyssa Thomas. Mais Kalea Copper, elle a montré après qu'elle restait cette joueuse scoreuse, slasheuse, euh, très 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 pratique et très utile aussi dans une équipe où justement tu as Alyssa Thomas et Satou Sabali, même s'il a fallu trouver un équilibrage, mais finalement dans une équipe qui va aller en finale, même si ça s'est avéré trop juste pour surmonter les 6. Mais oui, Kalea Copper, je pense qu'elle est dans cette position-là. Elle peut remonter aussi suivant le contexte d'équipe. Et voilà, il n'y a pas de raison de penser qu'elle soit moins forte l'année prochaine. Euh, Kalea Copper, c'est vraiment une énorme scoreuse de cette ligue. Alors, ça s'est posé beaucoup la question de savoir est-ce que c'est une première option, est-ce que c'est pas une première option, parce qu'elle a son trophée de MVP des finales, mais en n'étant pas du tout première option de l'équipe quand elle est à Chicago. Mmh. Puis après, elle est arrivée à Phoenix, où à un moment, elle était presque première option à Phoenix. Là, elle ne le devient plus, parce qu'avec Alyssa Thomas, Satou Sabali, de nouveau, les cartes sont redistribuées. Elle s'en est pas plaint, en plus, elle fait son truc. Elle est, je pense, coéquipière assez exemplaire à ce niveau-là. Mmh. Mais Kalea Copper, voilà, c'est une joueuse qui doit flirter avec le top 15. Là, elle est juste en dehors. De nouveau, elle a été pas mal blessée en début de saison, donc il y a des raisons à ça. Je crois qu'on l'avait mis 11e l'année dernière, Ouais, 10 ou 11e. ouais, Mais l'année dernière, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est la première option au scoring, en fait, de tout à son fait. équipe. Et donc, du coup, elle avait fait une saison efficace, elle avait été incroyable. Moi, je l'avais mis, je crois, en deuxième team dans mes trophées l'année dernière, parce que effectivement, et c'est une chose que moi, de base, j'avais un petit peu de mal au tout début de sa carrière, parce que je trouvais que c'était un peu l'ailière typique que les Américains font beaucoup. Tu sais, qui avait pas trop de tirs au début de carrière, qui avait un peu athlétique, tu vois, un peu ce qu'on retrouve des fois chez Ricky Jackson, un peu ce profil-là, quoi. Et je trouve que depuis quelques saisons, bah, elle est devenue vraiment une joueuse, on va dire en plus une joueuse qui est devenue assez analytique. C'est-à-dire que, en gros, elle prend des 3 points et elle va au cercle, en fait, Elle maintenant. est efficace, hein. Et elle est hyper efficace et elle s'est acheté un tir à 3 points parce que au tout début de carrière, le 3 points, il n'est pas du tout là, en fait. C'est plutôt une joueuse qui va driver, qui prenait des fois des longs deux un peu mauvais, etc. Là, en fait, moi, c'est une option que j'adore au scoring. Alors, je suis toujours un peu déçu un peu de sa défense quand je vois ses qualités athlétiques. Je pense qu'elle pourrait être un peu meilleure, mais c'est correct. Hein, c'est pas mauvais, mais c'est correct. Ça pourrait être, je pense, un peu meilleur. Mais par contre, je trouve que c'est une lieutenant parfaite dans une équipe au scoring parce que justement, ça t'apporte un scoring qui est tout le temps efficace, qui est une bonne shooteuse, qui peut spacer le terrain, etc. Et qui a épuré vachement son jeu par rapport en début de carrière. Et moi, j'ai vraiment changé un peu d'avis sur le profil en cours de carrière parce que bah, au tout début, on n'avait pas du tout cette chose-là. Et donc, elle a bien progressé. Et là-dessus, bah, j'ai pas été étonné globalement que ça ait bien marché à Phoenix. Moi, j'étais assez positif sur Félix depuis le début de la saison, mais c'est vrai que le trio a bien fonctionné, quoi. Donc, et puis elle assume toujours un gros volume au scoring. Et on l'a vu en finale, hein, quand, quand Alyssa Thomas a peiné au scoring, eh ben on lui a donné des ballons de scoring et elle les a assumés, quoi. Elle a joué des pick and roll et il n'y a pas eu de souci, quoi. Donc c'est une joueuse qui peut aussi un peu créer en sortie de pick and roll, etc. Donc ça fait un package quand même assez bon, quoi. Après, voilà, c'est la deuxième ou la troisième option d'équipe, suivant comment on classe Satou avec Alyssa Thomas. Mais bon. Mais je pense que ça pourrait être une première option dans plein d'autres équipes, des équipes un peu moins bonnes, quoi, notamment. Mhm. Donc Non, clairement. franchement, belle saison encore. Hein. Rien à Tout à dire. fait. En 16e position, Ah, une joueuse aussi qui oscille entre première option, pas première option. Une joueuse dont on sait, alors c'est pas qu'on s'est moqué d'elle, mais pendant longtemps a eu une étiquette qui lui a collé aussi de joueuse pas efficace, de scoreuse un peu bonne joueuse dans des mauvaises équipes. Je parle de Kelsey Mitchell. Mais il y a eu une évolution du côté d'Indiana, une évolution qui a été entamée depuis un certain temps, mais surtout la saison dernière avec l'arrivée de Caitlin Clark. Cette saison, l'équipe a été renforcée pour essayer justement de profiter du niveau de Caitlin, sauf que Caitlin a joué peu de matchs, a été blessée. Elle joue 13 matchs et 13 matchs pas à son meilleur niveau. Et sauf qu'en fait, Indiana a pas faibli. Indiana finit avec une régulière où je pense que le pourcentage de victoire est même plus important que plus la élevé que saison l'année dernière. Ouais, ouais, ouais. plus élevé.
une équipe qui va passer le premier tour, parce que c'est eux qui vont éliminer Atlanta si je ne me trompe pas, Mmh. si j'ai bien tout en tête, et même poser de gros soucis. C'est l'équipe qui a posé le plus de soucis à Vegas en demi-finale. Dans cette équipe, il y a une joueuse dont on va parler un peu plus tard, mais il y a aussi celle qui est la scoreuse principale de l'équipe, c'est Kelsey Mitchell. Kelsey Mitchell qui, en fait, avec le temps, je trouve, a réussi à devenir une joueuse plus efficace, mais dans des contextes d'équipe, je pense, mieux coachés, Bah mieux ouais. cadrés, et comme quoi ça joue énormément. Et donc, Kelsey Mitchell à la porte de notre top 15, parce qu'il y a des joueuses dans son équipe qu'on a mis devant, mais dans les faits, grosse joueuse, et ouais, je pense que c'est mérité, c'est chouette. En fait, pour une joueuse qui a été pendant des années dans une équipe parce que ça fait des années qu'elle est à Indiana, elle a toujours été à Indiana, dans des équipes qui ont parfois été, mais des équipes franchement Bah, pas bonne du tout, quoi. d'un niveau catastrophique. Elle a jamais râlé, elle a toujours été là-dedans, elle a jamais demandé à partir de quoi que ce soit. Je suis contente pour cette joueuse de pouvoir bénéficier d'un environnement compétitif et qu'on puisse voir qu'en fait, dans cet environnement-là, elle est bonne aussi, et elle est même meilleure quand elle est bien coachée, et ça, c'est évident. Mais je trouve que justement, on voit tout le profil, en fait. C'est-à-dire que ce qui marchait pas, c'était le Kelsey Mitchell, créatrice de jeu. Et quand on parlait d'Arike Ogunbowale à côté de Page tout à l'heure, je trouve que là, c'est parfait aussi. C'est peut-être ce que devrait faire Arike, c'est cette mue. En fait, quand on regarde Kelsey Mitchell, c'est principalement une joueuse, une scoreuse, hein. Elle est très bonne au scoring, et ça, il n'y a rien à dire. Et c'est pour ça qu'elle est souvent portée dans les discussions de MVP, parce que les gens qui regardent juste les points par match, etc., oui, elle finit beaucoup les actions, mais c'est une joueuse principalement off-ball. C'est pas une créatrice de jeu, c'est pas une joueuse qui a le passing. Et c'est pour ça que ça marchait pas en première option. Parce qu'elle créait pas pour les autres. Elle est capable de créer pour elle-même, de créer du scoring pour elle-même. Et elle est super forte quand on lui met des créatrices de jeu. Et justement, l'année dernière, ça s'est super bien passé parce qu'il y avait Caitlin qui créait tout le jeu et elle exploitait tous les décalages derrière. Et cette année, bon, je vais pas le spoiler, mais il y a une autre joueuse qui a créé pour elle qui a moins qui a moins de volume au scoring, mais qui était la créatrice de jeu d'Indiana. Et en fait, je trouve que ça décrit tout son profil. Et quand on parlait de Ryan Howard, en fait, tout à l'heure aussi, et que je parlais de son rôle, bah moi, je pense que c'est ça. Ce qui fait faire des All-WNBA Team aujourd'hui à Kelsey Mitchell, c'est qu'elle est mise dans le bon rôle et que c'est une joueuse très forte, mais qu'il ne faut pas lui demander de faire des choses qu'elle ne sait pas faire, en fait. Et toutes les premières saisons Indiana, alors c'est pas de son fait, hein, c'est parce qu'il n'y avait pas l'effectif pour la mettre dans un autre rôle, mais je trouve que je suis pas sûr que la joueuse allait beaucoup progresser. Alors, elle a appris forcément, elle a appris de la maturité, mais en termes de, je pense qu'on avait déjà une shooteuse d'élite en fait au tout début de saison, au tout début de carrière. D'ailleurs, c'est une des meilleures scoreuses de l'histoire en NCAA aussi. C'est pas une surprise qu'elle mette des points. Le problème, c'est que si tu lui donnes ta création, bah ça suffit pas en fait. Elle n'est pas assez forte là-dedans pour créer pour les autres, quoi. Donc je sais que c'est un débat hein, qui fait un peu parce que c'est pareil, elle était encore All WNBA Team, etc. Mais moi je la mets pas dans la discussion par contre du MVP, quoi, parce que je pense qu'elle a trop de manque. Et puis il y a aussi le manque défensif aussi quand même qui joue aussi qui joue Ouais. contre elle. Mais par contre c'est une scoreuse hyper efficace, hyper fiable. Et si tu la mets à côté d'une créatrice de décalage, bah c'est ça emmène cette équipe d'Indiana en demi-finale à une prolongation de battre les championnes derrière, quoi. Mm. Donc c'est super positif, quoi. Ouais, tout à fait. On rentre maintenant dans le top 15 avec une joueuse où on est aussi sur de la défense. Je pense qu'on va être sur la dernière joueuse qui est plutôt une lieutenant. Devant, on va avoir pratiquement que des premières options, en tout cas des Ouais, premières options bis. ouais, ou bis. Euh, on aura l'occasion d'en reparler, en tout cas surtout dans le top 10, mais ça ce sera pour la prochaine vidéo. Mais Kayla McBride, je pense que dans les joueuses qu'on va avoir, c'est une des dernières joueuses qui n'est pas vraiment une possible dépositaire de jeu, en tout cas. On est vraiment dans une des dernières joueuses de rôle. Mais par contre, ben voilà, Kayla McBride, elle aussi, elle va pas en rajeunissant, mais de nouveau, défense, complément parfait de Nafisa Collier. Et je pense que si on la met aussi haute aussi, c'est parce que cette saison, faut pas oublier que Nafisa Collier, elle était absente pratiquement un mois, je pense, pour Mmh. blessure. Et elle a Et bien pendant, assumé, ouais. et pendant cette période, Minnesota a juste continué à gagner de la même manière ses matchs avec une Kayla McBride qui a juste haussé le curseur,
qui est devenue première option. Alors, c'était pas elle de nouveau la créatrice, hein. Le système, il est resté relativement similaire, avec toujours, comme on en a parlé en début de vidéo, le rôle d'Anala Smith, le spacing et tout ça. Mais en fait, Kayla McBride, je dois mettre 15 points, je mets 15 points, je dois mettre 20 points, je mets 20 points. Elle a pu s'adapter, joueuse très intelligente, grosse défense. Peut-être un peu moins forte défensivement que l'année passée où elle avait Ouais, vraiment un été peu moins. excellente, Ouais. mais ça reste quand même très très solide. Et donc voilà, Kayla McBride, pour aussi récompenser la très belle saison de Minnesota, qui malheureusement s'achève un peu en eau de boudin. Bah, il y a en plus la blessure de Nafissa et qui donne, enfin qui complique un peu les choses. Mais voilà, oui, Kayla McBride, bah, c'est une joueuse qu'on adore, qu'on a cru à un moment un peu sur le déclin et qui finalement retrouve une seconde santé avec les Lynx. Donc elle aussi joueuse très valuable, très efficace. Ouais. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est déjà une des meilleures shooteuses de l'histoire et qu'elle doit être dans cette discussion-là. Bah, le shooting à 3 points, il est complètement dingue, hein. Voilà, elle enchaîne les saisons à plus de 40, hein. Je rappelle la moyenne de la ligue à 3 points, elle est à 33, hein. 40, 7% de plus, c'est juste complètement ahurissant totalement. Il y a le shoot en mouvement, les déplacements, les sorties d'écran, il y a du drive. Ah, c'est la joueuse off-ball parfaite en fait que tu as envie d'avoir partout, quoi. Je pense que tu la mets dans n'importe quelle équipe, elle fit partout. C'est ça qui est génial avec ce type de joueuse, quoi. Et puis, comme tu en as parlé, la défense. Alors, je l'ai trouvée un peu moins bonne sur la défense de périmètre cette année. Voilà, bah, il y a peut-être aussi un peu l'âge qui commence aussi, hein, ça, forcément, hein, la défense avec l'âge, bah oui, c'est un petit peu plus dur de faire les efforts. Mais bon, c'était encore très, 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 très correct. Et ce que j'adore en plus chez elle, moi, en défense, et j'en parle souvent, c'est qu'elle est capable de tenir des grandes, de switcher donc sur des grandes et de tenir des post-up. Et ça, c'est vachement bien parce que, et notamment pour les playoffs, parce que on sait qu'en playoffs, ça switch plus en défense. Et structurellement, c'est fort pour ton équipe parce que ça te permet de faire du switch all presque. Et donc, voilà, de poser des problèmes. Et elle est capable de tenir. Moi, j'ai des souvenirs où elle tient l'année dernière John Cole Jones sur post-up, etc. Enfin, parce que bah, elle est super physique et Ouais, elle a elle est cette moins grande. capacité. Elle a Elle est cette moins grande, mais elle est capacité. stock, hein. Donc Elle a quand cette elle se met capacité pas de sur passer. les appuis, Et elle a cette capacité de passer devant aussi, devant les grandes. Et ça, c'est vraiment structurellement, ça change beaucoup de choses pour ta défense. Donc, non, voilà, elle a un peu baissé. Je crois qu'elle était top 10 l'année dernière. On avait dû la mettre 10e. Après, elle a baissé aussi parce qu'il y a des joueuses qui ont vraiment fait des saisons. Enfin, c'est pas son niveau qui a baissé, en fait, entre guillemets. C'est qu'il y en a d'autres qui ont fait des saisons. C'est le niveau des autres qui a monté, quoi, en ouais, fait. bah, et puis Donc, voilà. il y a des petites jeunes qui arrivent aussi, hein. Voilà, ben, c'est Euh, ça, quoi. on Donc, va, on va en parler tout de suite. D'ailleurs, une petite jeune qui est montée, alors que sa saison, elle a finalement été assez bizarre, mais c'est le contexte d'équipe ah autour ouais. d'elle. En 14e position, on a Angel Reese. Ce qui est assez marrant, c'est que si on regarde d'un point de vue si on analyse ses performances seulement au niveau de ce qu'on voit dans les médias et de ce genre de choses, on pourrait presque avoir l'impression qu'elle a fait une moins bonne saison, Angel Reese. Alors qu'en fait, elle fait une saison meilleure que sa saison rookie, Ah bah oui. assez largement. Après, elle est dans un contexte d'équipe qui est catastrophique, qui est extrêmement mal coaché et dysfonctionnel. Je pense qu'il y a un moment, il faut le dire. Mais qui Ça était se encore pire sans elle, hein. qui est encore pire sans elle, tout à fait, et qui en plus se termine avec, bah, clairement à la fin, je pense qu'elle est plus dans l'équipe, elle avait plus envie de jouer, enfin voilà. Donc ça donne un ressenti un peu bizarre par rapport à Angel Reese, mais cette année-ci, quand elle a été mise dans ces dispositions-là, parce qu'encore une fois, il y a le coaching et le contexte d'équipe, euh, on a découvert qu'en plus d'être une grosse rebondeuse de sa défense, euh, il y a un playmaking vraiment élite à développer et à faire éclore à la face du monde. On a une joueuse qui peut vraiment être en mode point forward, comme on peut le voir avec Alyssa Thomas. C'est un parallèle que tu as fait beaucoup pendant la saison et je pense qu'il est très pertinent. Et je pense que si on commence à l'utiliser comme ça, euh, on a une joueuse qui ne peut encore que monter en fait, parce que et qui a encore une marge de progression monstrueuse sur plein d'aspects, toujours au niveau de sa finition au prêt et de ce genre de choses. Donc non, oui, Angel Reese, on ne peut que rêver d'une chose, c'est d'avoir enfin un contexte compétitif, un minimum sain et bien coaché autour d'elle en fait.
Bah, c'est complètement dingue en fait. Enfin, bon, en termes statistiques, avancés, c'est complètement dingue. Elle a augmenté son efficacité, son volume et son passing la même année, quoi. Enfin, c'est juste complètement dingue, tout en gardant, la capacité élite du rebond, hein, parce que le rebond a pas diminué du tout, hein, au contraire, hein, même. Donc, c'est toujours, incroyable et on voit l'importance, du jeu des possessions et tout en WNBA, donc le fait de prendre plus de rebonds, d'avoir plus de possessions, plus de tirs pour les autres. D'ailleurs, Chicago, je crois, était la première équipe au rebond, hein, de la ligue. Donc c'est pas, ça montre bien en fait d'où ça vient. Bon, il y a Camilla Cardozo aussi, mais il y a surtout Angel. Donc d'un point de vue stats, c'est incroyable. Et bon, il y a toujours la défense, même si Chicago a été très mauvais en défense, mais en même temps, tu peux pas, même si tu mets un bon défenseur dans une équipe et puis quatre plots à côté, c'est pas, ça va pas marcher en Ouais, bah fait en après termes de pourtant, défense. Chicago avait franchement le personnel, mais je Oui, oui, pense que oui, non, mais le bon, problème se voilà. situe ailleurs. Mais C'est la structure de jeu. Mais je veux dire, tu vois, voilà, faut aussi le dire, mais la défense est toujours là, défense de switch. Il y a un peu de protection de panier aussi, même si c'est pas élite là-dessus, mais bon, switcher sur tous les postes. Elle, pour le coup, elle peut prendre n'importe quelle joueuse sur le terrain sans difficulté. Donc ça, c'est génial. Et puis, bah, l'attaque, ce qu'on a vu, voilà, le drive, le playmaking. Moi, je l'ai beaucoup comparé, effectivement, tu as raison, à Alyssa Thomas, parce que bah, il y a ça, on a vu ça en fait en fin d'année. On a vu du drive. On n'a pas vu. T'as beaucoup de gens ont parlé de sa finition proche du panier, mais moi je m'en moque en fait maintenant. Ce que je veux voir, c'est Alyssa Thomas en tête de raquette et driver comme fait Alyssa Thomas et orienter le jeu. Et c'est tout ce qu'on a vu sur la deuxième partie de saison avec la blessure de Courtney Vandersloot, où Tyler Marsh n'a pas eu le choix que de la mettre au playmaking. Et on s'est rendu compte que bah, il y avait du passing. Bon, c'est des choses qui existaient hein, déjà. Hein. Encore une fois, je le répète, elle a joué meneuse au lycée. On le voyait déjà même à la fac. Voilà, les gens qui ont voulu cantonner à Angel Reese dans une joueuse de post-up, c'est des gens qui n'avaient pas compris le basket en fait. Donc c'est vraiment intéressant. Alors par contre, 14e parce qu'il y a encore des défauts, il y a beaucoup de pertes de balles, parce que bon voilà, il y a encore, faut qu'elle apprenne ce rôle aussi un petit peu. Et puis la grande question, et là je pense que si ça se développe, c'est de savoir si elle peut développer le tir. Parce que effectivement, si elle développe le tir en étant une porteuse de balles à cette taille, là on va peut-être plus parler de 14e dans quelques temps. Donc bon, non, c'est hyper intéressant et je pense que elle n'a pas fini de progresser et elle est encore très jeune. Hein. C'est une 2002 Angel, donc bon, voilà, tout ça c'est positif. Après, oui, la saison a été cata. Je rappelle quand même que quand elle a manqué 11 matchs cette année, Chicago en a gagné un, on en a perdu 10. Hein. Et la moyenne de défaites, je crois que c'était moins 22 des défaites. Donc c'est quand même pour rentabiliser de se dire ah oui mais elle a beaucoup perdu. Oui elle a beaucoup perdu mais enfin bon si vous l'enlevez il n'y a plus d'équipe du tout quoi. Donc voilà c'était un peu pour quand même faire une petite analogie. Oui Chicago a beaucoup perdu mais je suis pas sûr que ça soit beaucoup la faute d'Angel en fait. Mais bref, voilà. Non, non, super saison quoi. Individuelle, super saison. ouais, ouais, clairement. On passe en 13e position avec Satou Sabali. Saison pas évidente à classer non plus. Satou Sabali qui s'est retrouvé dans une position de deuxième option Ouais, au scoring, ouais. à Phoenix. À la fois, en fait, elle s'est retrouvée je pense qu'elle a eu du mal peut-être à trouver son rôle à Phoenix par moment entre le playmaking qui était assuré par Alyssa Thomas, surtout quand Kalia Copper est revenu en fait. Sinon, le duo Satou Sabali, Alyssa Thomas, c'était absolument dingue. Euh, Ça explique pourquoi elle est un petit peu descendue par rapport au power ranking de la saison dernière, où je pense qu'on l'avait mis plus haut. Je me demande même si elle n'était pas dans le top 10 l'année passée. Ouais, je pense qu'elle était plus. Mais l'année passée, elle avait vraiment été meilleure joueuse de Dallas, purement et simplement. Donc là, elle est un peu descendue. Maintenant, voilà, top 13, Satou Sabali, elle rentre dans son prime. Vraiment joueuse très, 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 très complète, pardon. Joueuse Candace Parkeresque un peu dans ses stats et dans ce qu'elle peut faire, en tout cas offensivement. Ouais, oui. Quand même. Euh, euh, mais voilà, donc Satou Sabali, joueuse qui maintenant fait clairement partie des usual suspects de cette ligue. Quand elle peut faire une saison où elle se blesse pas ou peu, ben voilà, comme on le voit depuis 2 années, on a vraiment une des top stars de cette équipe. On l'a vu au JO où elle a porté l'équipe d'Allemagne, joueuse, une des top joueuses au monde maintenant, désormais. Quoi.
Non, bah, après oui, elle a reculé un peu, mais encore une fois, elle a reculé un peu plus parce que c'est une question de rôle dans l'équipe. Mmh. C'est pas que la joueuse a changé, au contraire. En fait, cette année, elle a été utilisée beaucoup comme scoreuse seulement, et puis, beaucoup comme spaceuse. C'est-à-dire que le rôle, c'était qu'elle amène sa menace à 3 points pour que Alyssa Thomas puisse driver au panier. Bon voilà, tous les histoires de pick and roll inversé, tout le jeu de Phoenix, en fait. Et donc elle a été mise dans ce rôle-là et ça, c'est quand même aussi toujours cool, hein, qu'une joueuse star qui avait beaucoup de ballons, beaucoup de playmaking, beaucoup de choses comme ça à Dallas accepte aussi et ça montre aussi que bah, elle est prête à faire ça aussi pour aller loin et gagner parce que Mmh. voilà, son équipe elle était plus compétitive que l'équipe de Dallas aussi. Mais par contre, c'est vrai que quand on juge sa saison, il faut quand même un peu regarder un peu ce qu'elle a fait et comme on lui a enlevé tout le playmaking, bah voilà, il y avait plus beaucoup de création et c'est ça que je trouve un peu dommage parce que moi j'étais un peu frustré par sa saison régulière parce que c'est vrai que bah, voilà, la voir, dans un corner à 3 points et juste attendre le ballon pour, je trouve que c'était un peu dommage d'utiliser Satou Sabali parce qu'elle peut faire beaucoup plus que ça. Par contre, je comprends pourquoi elle était utilisée comme ça, parce que dans le jeu de Phoenix, il fallait qu'elle soit utilisée comme ça. Donc voilà, c'est un peu ça, mais la joueuse n'a pas changé. Et d'ailleurs, on l'a bien vu en playoff parce que, encore une fois, comme Kalia Copper, quand Alyssa Thomas a eu des problèmes pour scorer, bah, elle a pris du volume plus important à la création, notamment au drive. Et moi, j'ai adoré ces playoffs parce qu'elle a drivé beaucoup plus, alors qu'en saison, elle se contentait un peu de tomber dans la caricature, je prends que des 3 points. Quoi. Et c'est ça que sa saison m'a un peu gêné. Mais par contre, en playoff, on a vu qu'en fait, bah, elle n'a pas changé, la joueuse. C'est Mmh. juste que bah, on lui donnait moins de responsabilités. Donc, à un moment, mais ça reste toujours une joueuse voilà, qui est bonne à 3 points, qui est énorme au drive, qui est une provocatrice de lancer franc assez incroyable. Je pense que la Belgique s'en souvient au JO, justement, où elle avait fait un chantier absolument incroyable Ah en ouais. attaquant le cercle à toutes les minutes. Donc, non, non, c'est un profil bah, grande porteuse de balle, drive, 3 points. Voilà, c'est profil de basketteuse moderne. Quoi. Donc, non, normal qu'elle soit là. Et entre guillemets, voilà, c'est pareil, c'est dans les top deuxième options, quoi, là, actuellement. Mmh. Quoi. Ouais. On va passer aux places 11 et 12. Je te propose qu'on les fasse ensemble Ouais, parce qu'elles allez. sont dans la même équipe et je trouve assez intéressant pour pouvoir expliquer notre choix. Pourquoi? Bah, Ouais. parce que, beh, comme on le disait, comme je le disais tantôt, on commençait à sortir petit à petit des potentiels lieutenants pour rentrer dans les premières options. Il n'y a que ça presque là maintenant. Ou Ouais, pas loin. Satou Sabali, on vient d'en parler, est une joueuse qui est en 13e position parce qu'elle était dans un rôle de deuxième option, alors qu'elle a en elle de pouvoir être une première option, je pense. En tout cas, on l'avait vu à Dallas. Là, on arrive à Indiana avec deux joueuses. Donc, si vous avez ouvert vos petites cases hier, vous avez pu ouvrir la case de Caitlin Clark. Et aujourd'hui, c'est donc Alia Boston. Alors, deux joueuses qui ont été un peu compliquées à classer. Alors, vous allez dire, mais vous vous contredisez, vous parlez de première option, Alia Boston est devant. Mais justement, en fait, Caitlin Clark, ça a été un cas assez compliqué à classer parce qu'en fait, si on regarde juste cette saison-ci, elle n'est pas, elle est pas dans le power ranking. Et si on compare à la saison dernière, elle est même montée en fait. Parce que je pense qu'elle était 15-16e l'année dernière. Ouais, on l'avait mis Euh, 15-16, ouais, je crois. après, C'était bon, il y avait le 15e. côté saison rookie. On évite toujours de pousser les rookies trop sans trop savoir, même si sa saison rookie avait déjà été excellente, voire exceptionnelle. Maintenant, Caitlin Clark, si on regarde juste les chiffres, elle a joué que 13 matchs. Elle a fait des matchs compliqués. Sa saison est au-delà même du fait qu'elle ne joue que 13 matchs, moins bonne que la saison passée. Maintenant, on sait qu'elle a joué avec des problèmes de blessure, qu'elle a eu du mal à se mettre dedans. On a vu aussi quand même des défenses qui commençaient à s'adapter à elle. Ça fait partie des joueuses qui vont être scoutées même en saison régulière, clairement. Et donc si physiquement t'es pas à 100%, bah, c'est Bah ouais. compliqué d'y faire face. Maintenant, voilà, on n'a pas descendu non plus Caitlin Clark parce que une fois qu'elle aura mis ses soucis de blessure derrière elle, et là en plus elle a vraiment pris le temps de se reposer, elle va pas à l'étranger. Je pense même pas qu'elle fasse un rival, ou elle le fait quand même Non, cette non, année. non, 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 non. Non, elle Non, ne non, fait elle fait même pas le juste rival. là, elle fait juste le camp Team Quand Team, USA, Team USA, mais elle c'est fait ça. rien. Ouais. Non, non, elle fait Donc rien. elle va vraiment prendre le temps, je pense, de bien se reposer, bien se préparer. Il n'y a pas de raison de penser que Caitlin Clark puisse pas continuer sur ce qu'elle nous a montré en saison rookie. Et sa deuxième partie de saison rookie avait été purement et simplement exceptionnelle. Maintenant, voilà, pour récompenser cette saison-ci, on a quand même mis Alia Boston devant parce que Alia Boston, cette année dans l'équipe, même si ça s'est pas toujours vu, a été, alors pas la première option, parce que si on regarde juste en termes de volume, de nouveau, c'est Kelsey Mitchell qui a été la première option offensive en Au termes de tir et scoring. shoot.
au scoring. Par contre, la plaque tournante de l'effectif, ce côté créatrice depuis le poste haut, depuis l'intérieur. C'est Alia Boston qui l'a pris. Alors même s'il ne fait aucun doute que je pense que dans le futur, on va avoir une équipe d'Indiana avec une Caitlin Clark première Oui. option devant et une Alia Boston en lieutenant. Pour cette saison, on a quand même mis Alia Boston devant parce qu'elle a quand même fait une excellente saison régulière et des playoffs, des très 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 bons playoffs, où elle a continué à créer pour l'équipe et en plus elle a dû se taper quand même et qu'il y a Wilson en vis-à-vis, ce qui est un boulot à plein temps, quoi. Et elle s'en est sortie relativement honorablement, même si évidemment les Seas ont fini par faire parler la poudre, s'en sont sortis, et puis on sait comment ça a fini avec un très beau titre derrière. Mais, euh, mais voilà, les cas Caitlin Clark, Alia Boston, qui ont fait discussion entre nous, et puis finalement on a dû trouver un compromis pour placer Caitlin, en fait, parce que Caitlin, il y a même un moment où on a hésité à ne pas la mettre dans le top, pas pour son niveau, mais juste en se disant on l'a pas bien vu jouer, on peut pas la classer, quoi. Finalement, on s'est dit ben non, parce qu'on doit penser à la saison prochaine. La saison prochaine, Caitlin, elle sera là, et il n'y a pas de raison de penser qu'elle ne soit pas bonne. Et donc ça donne cette place pour ces deux joueuses qui arrivent aux portes du top 10, où là après dans le top 10, je revérifie, mais spoiler, on a vraiment plus que des premières options, ou en tout cas des joueuses qui ont vraiment tout en elles pour l'être. Enfin voilà. Ouais, bah, après, bon, déjà, première chose, c'est que je pense que si Caitlin n'est pas blessée sur la saison, elle est tous les jours top 10 de ce power Oui, ranking. Alors je sais pas à quelle place parce que bon ça c'est très difficile à imaginer parce qu'on ne l'a pas vu, mais en tout cas elle est très clairement dans le top 10. C'est clair et je pense que aujourd'hui c'est clairement une top 10 joueuse au monde en termes de création de décalage, en termes de playmaking, en termes de scoring, etc. Par contre, effectivement, c'est très compliqué de la juger. Et moi, personnellement, j'étais partisan de ne pas la mettre du tout parce que je ne voulais pas, en fait, je voulais pas juger cette saison. Parce que, je l'ai dit plein de fois, elle a joué 13 matchs, mais je pense qu'elle n'a pas fait un match à 100%. Elle mhm. aurait honnêtement pas dû jouer du tout. Ouais. Je pense qu'il y a eu un peu de pression médiatique, il y a eu un peu de pression de la franchise pour la mettre sur le terrain et d'ailleurs sur la deuxième partie de saison, quand ils ont décidé de ne pas la faire revenir, je pense que c'était la meilleure décision possible pour la Mhm. suite de sa carrière. Mais voilà, donc c'était difficile à juger. C'est pour ça qu'au départ, moi, je voulais pas la mettre parce que je m'étais dit, si on la met pas, c'est un peu comme, tu sais, quand on classait pas Emma Messman quand elle venait pas, quoi. Tu Oui. vois? Ou que là, on l'a pas classée parce qu'elle a fait 3 semaines de compétition, quoi. Donc, mais voilà, mais parce que c'est difficile, parce que soit on la classe et on la juge avec ce qu'elle a produit, et là, c'est vrai que c'était pas très bon cette année en termes de scoring, hein, pas efficace, voilà, mais parce que, encore une fois, tu l'as dit, hein, c'est les blessures. Ou alors, est-ce qu'on la juge? Est-ce qu'on la met? Mais du coup, alors on a fait un peu finalement, on a fait un entre les deux, un entre deux, parce que comme tu disais, l'intérêt, c'est aussi de se projeter sur l'année suivante. Et honnêtement, il n'y a aucune raison que l'année prochaine, elle ne fasse pas une saison de malade, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est bien, je pense que c'est un bon compromis. Et à mon avis, elle va se retrouver bah, voilà, très rapidement dans le top 10 de ce power ranking. J'ai aucun doute là-dessus. Et puis pour Alia Boston, bah ouais, je pense que faut se rappeler qu'elle n'était pas dans le power ranking l'année dernière, tu vois, elle n'avait pas fait le cut. Je me rappelle, on en avait discuté. Mhm. Cette année, elle rentre en 11e position, mais parce que sa saison, elle est complètement dingue. Et je pense que s'il y a une joueuse qui a vraiment bénéficié de l'arrivée de Stephanie White au coaching, c'est elle. Oui. Parce que Stephanie White, en fait, elle ne l'a pas du tout utilisé comme l'utilisait Christy Sides et même Don Staley à la fac. Elle a vu tout de suite les qualités de playmaking et pas seulement une intérieure de finition au panier, quoi. Et il faut se rendre compte qu'Alia Boston, elle a presque autant de taux de panier assisté qu'une Paige, qu'une Sabrina Ionescu, tu vois, dans la ligue. Elle se crée son tir, en fait, cette année. Elle crée le jeu, quoi. Et en plus, moi, où j'ai trouvé ça complètement dingue, parce que ça, on le voyait à la fac. C'est juste simplement qu'elle n'était pas utilisée dans ce rôle-là. Ce que j'ai vraiment trouvé dingue en termes de progression, c'est sa défense. Parce que depuis le début, et notamment à la fac, et puis même sur ses premières saisons WNBA, pardon, il y avait des manques un peu en défense, il y avait des oublis. Et là, je l'ai trouvé, mais cette année, mais qu'elle a progressé en termes de mobilité aussi. Parce que des fois, elle était un peu pataude sur sa mobilité, là, beaucoup plus mobile. Et comme tu l'as dit, hein, alors bien sûr, hein, si vous regardez les stats d'Eja Wilson sur la série, elle va être en 25 points, 12 rebonds, mais elle l'a vraiment gêné.
dans les pourcentages, parce qu'une joueuse comme ça, tu l'empêches pas de scorer, hein, forcément, hein, elle va toujours mettre ses points. Mais elle l'a vraiment gêné. Et je trouve que c'est une des joueuses, avec Angel Reese d'ailleurs notamment, je trouve que c'est les deux joueuses qui la gênent le plus dans le profil défensif, tu vois. Alors que c'est pas forcément peut-être les deux meilleures défenseuses de la ligue, mais Alia Boston, en fait, Angel Reese, elle a la mobilité pour gêner Edja, et Alia Boston, elle a le physique Ouais. pour venir gêner Edja, parce que Edja Wilson, elle aime pas trop non plus de temps en temps quand il y a trop de contacts aussi mis sur elle. Donc ça, c'est C'est quand les, même. c'est les joueuses jeunes aussi, parce que dans Oui, les autres ah bah, intérieurs, il y en a beaucoup qui commencent à avoir de l'âge. il y a Et ça Eja aussi. Wilson est une joueuse tellement athlétique, tu es Tellement obligé dans d'avoir son un peu prime que. Ouais, de ouais, bien sûr. jeunesse et de jus pour pouvoir y Bien faire sûr, bien face, hein. sûr. Mais ça, c'est vrai que le côté défensif, donc là, tu as quand même le playmaking, du scoring efficace, du volume et de la défense. Bon, sur une équipe qui a été en demi-finale, et je répète, hein, qui a été à deux doigts d'aller en finale WNBA, avec une tonne de blessures et dans lequel il manquait sa meilleure joueuse. Bon, c'est difficile, c'est Ouais, difficile quand tu fais le bilan de ne pas la mettre. Moi, je pense qu'elle est vraiment aux portes du top 10, et que l'avenir, il est radieux. Et j'ai hâte de voir, je pense que le prochain step, c'est de voir comment justement les faire jouer ensemble. Indiana et Stephanie White va pouvoir construire cet amalgame. Alors, c'est deux joueuses Ouais, qui s'entendaient bien, hein, Caitlin Clark et Alia Boston, mais j'aimerais bien voir justement un peu plus de partage de création. Et je pense que c'est le prochain step à travailler, c'est de voir ouais. comment elles peuvent se répartir un peu la création pour être une équipe qui, honnêtement, ferait Ouais. peur, à mon avis, à toute la ligue. Si elle trouve l'équilibre, t'es candidat au Ouais. titre assez rapidement, je pense. Ah bah, je pense que déjà, même si Caitlin est en force, t'es pas loin d'être candidat au titre, déjà de base, avec cette équipe-là. Mais si en plus elle trouve le bon curseur de création moitié-moitié, enfin peut-être pas moitié-moitié, parce que Caitlin est une meilleure Ouais, mais créatrice, deux mais tiers, un voilà, tiers, un truc comme ça. Et, alléger un peu la création de Caitlin sur certains, puis la mettre un peu plus softball par moment. Je pense que cette équipe, elle devient, avec les role-players défensifs autour, etc., je pense que cette équipe, elle devient très, 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 très difficile à battre. Donc les deux, là, effectivement, tu as bien fait de traiter les deux en même temps. Je pense que c'est 12-11 cette année, mais ça peut être 4-5 l'année prochaine, hein, peut-être, hein. Non, non, mais c'est ça que ça veut dire, en fait, en ouais, fonction de comment ça se déroule, quoi. ouais, tout à fait. Donc je rappelle le classement jusqu'à présent. Donc on a en 11e position Alia Boston, Caitlin Clark en 12e, Satou Sabali en 13e, Angel Reese en 14, Kayla McBride qui vient clôturer le top 15, et ensuite Kelsey Mitchell, Kalea Copper, Alicia Gray, Skylar Diggins, Brianna Jones en 20e, et ensuite Ryan Howard, Veronica Burton, Arike Ogunbowale et Alana Smith qui vient le clôturer. Alors à partir de demain, on rentre dans le top 10, donc je vous invite vraiment à aller ouvrir vos petites cases. N'hésitez pas à réagir, à venir partager avec nous, même si vous n'êtes pas d'accord, hein, c'est toujours intéressant d'en discuter. Et alors nous, on va vous donner rendez-vous, à mon avis, pour la fin de l'année, proche de la nouvelle année, après Noël, pour discuter de ce top 10 et de discuter peut-être de faire un petit bilan de cette année et de ce qu'on attend pour l'année prochaine en WNBA. Il me reste maintenant, c'est à vous souhaiter à tous un bon dimanche et une bonne semaine, et un tout grand merci à toi, Gis. Ouais, merci à tous. Ciao. Salut. Ciao.